Bonjour Pierre-François, bienvenue. Bonjour Jean-Christophe, merci de me donner l'occasion de parler aujourd'hui. On anime aujourd'hui cette émission en soutien au week-end Charcot-Loéac qui a lieu les 28 et 29 juin 2025. C'est un concept d'émission qui met en lumière les actions associatives, les porteurs de projets, les bénévoles. Et donc, on va passer un peu de temps avec toi pour apprendre à te connaître, à te découvrir. Ensuite, tu auras plein de choses à nous partager sur ton expérience, notamment de médecin, de chercheur. Et puis après, tu auras une petite carte blanche qui te permettra de pitcher un coup de gueule, un coup de cœur, une information, quelque chose qui est cher à tes yeux. Et puis après, dans la dernière partie, on parlera, de ton engagement, notamment, au sein de l'association, là, qui est la fédération même, hein, qui lutte contre la maladie de Charcot. Et puis ton rôle de vice-président, et puis on parlera aussi du fameux week-end Charcot-Loéac, hein, soutenu par, animé de main de maître par l'association SLA Charcot. Ok Pierre-François, c'est parti. C'est parfait pour moi. Alors première question, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Pierre-François? Alors moi je suis médecin et j'exerce à la Pitié-Salpêtrière et je me suis très tôt, dès mon internat, intéressé à la neurologie. J'ai été interne en neurologie, après j'ai fait une thèse de sciences dans le domaine des maladies du système nerveux. Puis ensuite, j'ai fait un postdoc aux États-Unis et puis je suis revenu en France donc pour avoir une pratique, exercer la neurologie à l'hôpital, hein, d'abord auprès des patients et pour traiter ces maladies qui restent encore mystérieuses et difficiles à traiter, même s'il y a actuellement beaucoup de progrès. Donc c'est une spécialité, je dirais, particulièrement à la fois difficile, hein, parce que c'est des patients qui ont souvent un handicap, mais qui on peut vraiment rendre service. Donc difficile parfois, mais également extraordinairement enthousiasmant par les projets qui sont réalisés. Voilà, donc j'ai cette pratique neurologique au quotidien auprès des patients. Et puis, en même temps, j'ai une activité de recherche importante dans une équipe qui s'intéresse, alors c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle les biomarqueurs, c'est-à-dire les signes biologiques ou en imagerie cérébrale de la maladie pour essayer de mieux la comprendre et puis surtout, le plus important, de pouvoir élaborer de nouveaux traitements. Alors moi, la maladie à laquelle je m'intéresse plus particulièrement, c'est une maladie qui s'appelle alors en termes médical, c'est la sclérose latérale amyotrophique. C'est la dénomination, je dirais, internationale, mais elle est souvent mieux connue sous le terme de maladie de Charcot. Et pourquoi cette maladie en particulier? C'est parce qu'il y en a plus que les autres? C'est parce que tu as un rapport particulier avec la recherche liée à cette maladie? Alors, c'est toujours difficile, hein, dans son parcours médical, pourquoi on choisit une spécialité. Sans doute, la sclérose latérale amyotrophique, j'avais le sentiment très tôt au cours de mon internat de neurologie, qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour les patients. Alors, c'est certes, hein, une maladie pour laquelle on n'a pas encore de traitement curatif, mais pour lesquelles on peut vraiment améliorer la qualité de vie avec une prise en charge multidisciplinaire, des techniques de ventilation. Alors, tout ça était en train de se mettre en place en France, ces prises en charge très globales. Et à l'époque, ça m'avait semblé particulièrement intéressant parce qu'on pouvait apporter aux patients. Et puis, il y avait l'intérêt scientifique pour les maladies neurodégénératives qui sont encore un challenge scientifique.
et notamment dans la sclérose latérale amyotrophique. Mais c'est vrai qu'on voyait émerger le début des nouveaux traitements, l'expansion des neurosciences avec des outils de plus en plus performants, que ce soit les techniques d'imagerie qui permettent de maintenant visualiser presque à l'étage microscopique les lésions, et puis aussi le développement très important de la génétique qui a beaucoup influencé la recherche sur la SLA, même si ce n'est pas forcément une maladie héréditaire. En fait, ça l'est que dans 5 à 10% des cas. Voilà, donc c'était un mélange d'intérêt médical et puis d'intérêt scientifique. Alors, je dirais aussi, ça, je ne sais pas dans quelle mesure ça a influé, mais j'avais des antécédents familiaux, je dirais, puisque mon père était professeur, lui, de neurochirurgie à la Salpêtrière. Donc, comme d'habitude, hein, on ne sait jamais bien ce qui vous oriente vers une direction, mais je pense que, alors, sans être prédestiné, j'avais quand même un certain chemin qui se dessinait pour cette spécialité médicale, et je dois dire que j'ai absolument aucun regret parce que voilà, c'est rendre service tous les jours aux patients, et puis plus généralement, voilà, dans un effort international, essayer d'apporter sa petite pierre dans la recherche. Est-ce que l'intelligence artificielle a de belles promesses pour peut-être détecter plus tôt ce type de maladie? C'est quelque chose Alors, en tant que médecin où vous êtes sensibilisé, toi et tes collègues à ça? tout à fait, et c'est vrai que c'est un nouveau champ qui s'ouvre. Alors, à la fois dans la pratique médicale pour le diagnostic des maladies. Alors ça remplacera pas le médecin, enfin j'espère, on va pas tous se retrouver au chômage, et puis la médecine, c'est d'abord un rapport humain, mais oui, pour analyser les examens complémentaires, mettre toutes les caractéristiques, hein, des patients, que ce soit cliniques, biologiques, pour arriver à un diagnostic de plus en plus fin. Alors on sera aidé par des outils. Et puis, moi, dans mon activité de chercheur, oui, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Alors, dans le domaine de l'imagerie, c'est des nouvelles techniques, enfin des nouveaux outils qui nous permettent d'analyser ces images, et puis c'est tout ce qui est apprentissage, c'est-à-dire que à partir de bases de données d'imagerie, hein, d'IRM, hein, on va apprendre par l'intelligence artificielle des algorithmes pour reconnaître de façon de plus en plus fine les caractéristiques de la maladie. Donc, à partir de bases de données très importantes, hein, c'est le principe de l'intelligence artificielle, d'arriver à mettre en place des algorithmes, hein, c'est-à-dire des programmes qui nous permettent ensuite d'être appliqués à la médecine, ce qu'on appelle la médecine de précision et la médecine personnalisée. Avec des détections plus précoces des maladies Alors, peut-être? tout à fait, et ça c'est un enjeu dans les maladies neurodégénératives qui sont diagnostiquées beaucoup trop tard. C'est le cas de beaucoup de maladies rares, mais c'est le cas alors, notamment de la maladie dont je m'occupe, qui est la sclérose latérale amyotrophique. Le délai avant le diagnostic est en moyenne d'un an, avec des errances diagnostiques, des patients qui sont d'abord orientés vers des diagnostics de pathologies plus fréquentes, hein, des problèmes par exemple, pour simplifier, de hernie discale, d'arthrose, avant qu'on arrive au diagnostic de SLA. Donc c'est important de raccourcir ce diagnostic, aussi pour les nouvelles thérapeutiques, parce qu'on sait que maintenant que plus tôt, c'est assez intuitif hein, d'ailleurs, plus tôt on instaure les nouveaux traitements,
plus on aura de chances de freiner l'évolution ultérieure de la maladie. On a des bons espoirs quand même de cette maladie de Charcot, de la guérir un jour, ou on en est encore très, très loin? Alors, l'objectif le plus réaliste à court, je dirais, ou à moyen terme, c'est de ralentir l'évolution de la maladie. Et donc, si on arrivait à la ralentir de façon importante et même de la stopper, ce serait déjà un très grand progrès. Après, l'objectif de la guérir est plus compliqué parce que lorsque des neurones ont été détruits, c'est difficile enfin, c'est même pour le moment pas possible de les remplacer. Alors, il y a tout l'espoir porté par le domaine des cellules souches, de tout ce qui est biomédecine, mais voilà, on n'en est pas encore, c'est pas l'objectif, le premier objectif. Après, on prédit toujours mal les progrès de la science, hein, donc c'est toujours spéculatif. Mais pour le moment, 95% des essais thérapeutiques ont pour but de ralentir ou euh, plutôt de ralentir, voire de stopper la maladie. Et puis, alors, il y a une autre stratégie qui avance beaucoup, c'est tout ce qui est du domaine de la thérapie génique. Donc là, c'est dans des formes particulières de la maladie qui sont des maladies héréditaires. Là, aller vraiment sur la cause de la maladie, c'est-à-dire en allant corriger ou remplacer la fonction d'un gène qui fonctionne anormalement dans la maladie. Alors dans le cadre de tes activités, tu es aussi, adhérent ou actif dans d'autres associations, dont une qui s'occupe des séquelles de la radiothérapie. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, oui, tout à fait, parce que on sait que le traitement des cancers a fait des progrès absolument considérables, avec des cancers qui sont maintenant guéris, alors qu'ils étaient rapidement mortels. Je pense à certains, y compris des cancers pédiatriques qu'on sait maintenant bien traités, alors avec les outils avec des nouvelles chimiothérapies et également avec la radiothérapie. Maintenant, ces cancers on sait qu'il y a un certain nombre de complications de la radiothérapie. Ça peut induire des fibroses. Et donc, chez ces patients qui maintenant, et c'est vraiment heureux, survivent très longtemps, normalement, c'est d'éviter qu'ils aient les séquelles de ces traitements. Donc, c'est aussi je dirais, c'est un enjeu en traitement des cancers, voilà, d'avoir les traitements efficaces, mais de prévenir les complications de ces traitements. Et toi, comment tu agis dans cette association? Quel est son but Alors, alors? C'est alors, des fonds? C'est de la sensibilisation? C'est de la Alors tout à recherche? fait, oui, oui, tout à fait. C'est de la sensibilisation, c'est essayer de fédérer les équipes qui prennent en charge ces pathologies-là, qui sont un petit peu dispersées, permettre aux patients de s'adresser aux experts, c'est pas leur donner les contacts des centres vraiment spécialisés, puis c'est beaucoup le soutien à la recherche. Donc, donc je m'occupe enfin, on est beaucoup à s'occuper à défendre cette cause-là. Donc, c'est un de mes investissements. Alors, du fait de ma spécialité médicale principale, mes engagements
sont quand même, en tout cas en termes de temps que je peux y consacrer, parce que les journées ne font que 24 heures, c'est essentiellement dans le domaine de la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, ben, via l'ARSLA. Et puis, bon, j'ai eu le grand plaisir et l'honneur de participer au week-end Alors on va en Ah parler ben, tout de suite après. je dévoile pas Juste avant, justement, tu tombes bien. Est-ce que tu peux nous pitcher une petite carte blanche, un petit coup de gueule, un coup de cœur, une petite information que tu as envie de partager, qui te tient vraiment à cœur? Allez, à toi de jouer. Alors, je préfère les coups de cœur aux coups de gueule, encore qu'il pourrait y en avoir pour donner plus de financement pour ces maladies neurodégénératives. Alors, je sais qu'il y a des restrictions budgétaires, mais il ne faut pas abandonner le combat. Puis le coup de cœur, c'est un domaine sur lequel je travaille beaucoup actuellement, qui est la robotique. Qui est tout ce qui est exosquelette. Il faut développer ces outils. Il y a plein d'entreprises, de start-up françaises qui sont voilà, prêtes à travailler extrêmement énergiques. Donc il faut mettre des moyens pour la suppléance du handicap. On a les outils, il faut essayer voilà, de mettre tout ça en, en coordination entre les startups, les médecins, et puis bien sûr les patients, les utilisateurs de ces nouveaux outils, et qui sont indispensables pour les développer. OK, merci pour ça et du coup, alors abordons le sujet, alors tu es aussi, coprésident de l'ARSLA. Donc c'est Alors, un peu comme ça que tu as, j'imagine, découvert, le week-end Charcot-Lauréac? alors plus précisément, je suis coprésident du conseil scientifique de l'ARSLA. Donc le conseil scientifique, c'est le comité au sein d'un institut, enfin ou d'une association de recherche qui va un petit peu guider la politique scientifique de l'association, et puis beaucoup aussi évaluer une association qui va donner des fonds, les donne de façon transparente après l'avis d'un conseil scientifique qui est chargé d'évaluer la qualité des projets. Voilà, les donateurs sont en droit qu'il y ait une transparence absolue de la façon dont sont utilisés leurs dons. Donc ça, c'est le rôle du comité scientifique, qui est en fait entièrement indépendant du comité d'administration, donc qui évalue en toute indépendance et sans conflit d'intérêts. Donc ça, c'est effectivement une mission tout à fait importante. Moi, je crois profondément, enfin, je suis persuadé du rôle essentiel des associations, du rôle essentiel des bénévoles. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que d'un côté, il y a les financements institutionnels de l'État. Ça, c'est bien, en France, on a quand même des budgets, mais c'est pas suffisant. Il faut que la société civile, et il y a plein de gens qui sont extrêmement généreux et prêts à le faire. Il faut aussi les aider, donner un coup de pouce aux associations. Nous, en tant que médecins, on a voilà, le devoir, je dirais, d'être aux côtés des associations de patients, même si elles ont leur propre indépendance, leur propre territoire. Je veux dire, les médecins sont des partenaires d'associations de patients, mais voilà, qui ont leur propre logique et qui voilà, rejoint des questions médicales.
mais qui a aussi, par des aspects sociétaux, ses propres ou économiques, aussi de lobbying auprès des politiques, son rôle propre. Alors toi, quel est ton rôle au sein du Week-end Charcot? Tu participes? Tu as un rôle de soutien? Comment est-ce que tu as découvert, cet événement? Alors j'ai découvert une ancienne, enfin une collègue, pardon, mais qui travaille, une ancienne collègue de la Salpêtrière, une collègue neurologue était très impliqué dans cette manifestation. Et puis là, disons, son orientation professionnelle s'est un petit peu modifiée. Elle m'a dit, bah, écoute, Pierre-François, je te propose il y a ce week-end, c'est absolument formidable. Est-ce que tu veux en être? Et alors, bon, voilà, moi, ça a été une opportunité. Je me suis vraiment précipité. Donc, avec ma collègue Nadine Le Forestier, on est très heureux d'être dans ce mouvement-là. Elle depuis plus longtemps, puis moi qui suis arrivé un peu plus tard. Et voilà, donc le dernier week-end, ben, j'ai participé, j'ai donné une conférence sur la SLA. J'étais euh, très heureux d'avoir le retour, toujours très aussi utile pour nous, hein, par les questions qu'on nous pose, euh, de ces échanges que j'ai eus avec voilà, monsieur ou madame tout le monde, voir que les gens sont concernés, qui s'investissent, qu'il y a tous ces bénévoles, ben voilà, qui prennent de leur temps, souvent, voilà, ils travaillent, ils vont donner de leur énergie pour les autres. Donc c'est extrêmement émouvant, puis pour nous stimulant. C'est-à-dire que voilà, ça nous met aussi en tant que médecin la barre haute. Hein. Il faut qu'on soit à la hauteur, hein, de de tous ces bénévoles qui donnent de leur énergie, de leur temps pour la recherche, hein, pour récolter de l'argent. Ben voilà, nous, il faut qu'on soit à la hauteur pour l'utiliser. Oui, en tant que médecin, ça doit être une bouffée d'oxygène de rencontrer des patients dans un autre cadre, d'avoir une vision de son métier un peu différente, sans y être d'ailleurs, sans être Non, dans un non, contexte, ça doit ça aussi peut-être des remises en question, peut-être, des belles rencontres, j'imagine? tout à fait. C'est un autre contexte. C'est un contexte aussi où la parole peut se libérer. Hein, les gens peuvent dire ce qu'ils ont sur le cœur, voilà, des aspects plus personnels. Alors même si on donne du temps à cet échange à l'hôpital, c'est toujours ben, dans cette atmosphère un peu contrainte, hein, avec le médecin en blouse blanche. On va pas forcément, même si on essaye, voilà, il y a toujours ces petits freins qui sont. Et donc on découvre d'autres aspects. Alors vis-à-vis de patients qui peuvent être là vis-à-vis du grand public, enfin, je ne sais pas si c'est le terme, le bon terme. Euh, voilà, puis aussi la satisfaction de pouvoir donner de l'information qui soit euh, véridique. Hein. On est tous maintenant bombardés d'informations. Les informations sur ces maladies neurologiques sont pas forcément ce qui est dit dans les médias est pas forcément vrai. Alors, notamment dans la maladie dont je m'occupe, la SLA, alors qu'il y a des formes malheureusement très graves, mais il y a également des formes d'évolution beaucoup moins péjoratives, moins graves. Bon,
la lumière médiatique qui est donnée sur cette maladie ben, se concentre toujours sur les formes les plus graves, parce que voilà, en termes de médias journalistiques, on a toujours tendance à pointer sur ces formes-là. Alors, c'est important de montrer que voilà, il y a des maladies pour lesquelles il y a besoin de trouver des traitements pour lesquels la médecine est encore insuffisante, mais il est important aussi de donner des messages qui soient plus mesurés. Mmh. Voilà, notamment vis-à-vis de gens qui ont quelqu'un dans leur famille qui est affecté par cette maladie, et de leur dire, voilà, c'est une maladie complexe, il y a des formes différentes. Ce que Euh, ce que tu veux dire, c'est que des formes, différentes qui sont voilà, où on est, entre guillemets, parce que bon, c'est quand même du handicap, on est que «cloué» entre guillemets dans une, chaise roulante et on notre vie à court terme n'est pas notre processus vital n'est pas engagé. Là, il y a ça veut dire qu'il y a moins de fonds, donc moins de visibilité, moins de recherche sur ces parties de la maladie, voilà qui ou pas du tout? oui, Ou c'est une alors interprétation de ma part? non, 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 mais il n'y a pas forcément de corrélation. Alors, c'est vrai que maintenant, alors, fort heureusement, il y a des financements propres aux maladies rares, parce que c'est beaucoup quand même la fréquence d'une maladie qui, d'une certaine façon, alors c'est pas, il n'y a pas de parallélisme, mais il y a un lien avec ben, la masse de recherche en termes de nombre de laboratoires, en termes de financement public ou de financement privé. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant, depuis plusieurs années, un effort pour les maladies rares, parce qu'on s'aperçoit que c'est un- quelque chose même d'économiquement important, parce que si on prend l'ensemble des maladies rares, ben, c'est quelque chose de fréquent. Donc il faut que la société prenne ça en main. C'est aussi les entreprises pharmaceutiques maintenant s'en rendent compte, et heureusement mettent plus d'argent dans les maladies rares et dans les maladies très alors, notamment dans les maladies, mais pas seulement, mais dans les maladies qui ont un pronostic, un pronostic potentiellement grave, parce qu'il y a la possibilité de pouvoir de développer des nouveaux traitements qui, d'une certaine façon, seront révolutionnaires et qui pourront vendre à leur juste prix, quoi. Je veux pas faire le procès voilà, ça fait partie de la logique des laboratoires. Il aurait maintenant très difficile de développer des traitements dans des maladies très très fréquentes où il y a déjà beaucoup de traitements. Je pense par rapport à développer un nouveau traitement dans l'hypertension artérielle, c'est très compliqué pour un laboratoire pharmaceutique parce qu'il y a déjà beaucoup de traitements. Donc ça nécessite de faire de très très grandes études. Dans les maladies rares, ils ont la possibilité de pouvoir développer des médicaments avec des investissements qui peuvent être moins importants, et avec derrière des retours sur investissement importants, parce qu'ils répondent à des besoins médicaux qui ne sont actuellement pas du tout. Cette maladie, elle touche combien de personnes à peu près en France par an et dans le monde? Alors, on considère qu'il y a entre 6 000 et 8 000 patients qui souffrent actuellement. On considère que c'est la plus fréquente des maladies. Et les symptômes, tu peux nous les rappeler un petit peu le C'est une maladie d'abord qui touche l'adulte entre 50 et 70 ans, et qui va se manifester par un déficit moteur, donc une faiblesse des membres. Alors ça commence sur un membre, ça peut être un déficit de la main, un déficit à marcher, qui va s'aggraver progressivement. Et puis, il y a des formes qui débutent ou alors peut se développer après une atteinte. Alors,
de la mastication, de la capacité à avaler, de la parole, qui fait que les patients peuvent développer des troubles de l'articulation qui peuvent aller malheureusement jusqu'à une incapacité à parler. Et puis, ce qui en fait le pronostic, la gravité et le risque vital, c'est qu'elle peut toucher les muscles respiratoires. Et donc, c'est cette insuffisance respiratoire qui va être la cause du décès. Et les hommes et les femmes sont autant touchés, Mm. par cette maladie? Alors, c'est un peu plus, alors pour des raisons qu'on ne connaît pas, c'est un peu plus fréquent chez les hommes. C'est 3 OK, hommes pour Père 2 François. femmes. On va donner rendez-vous à ceux qui nous écoutent donc, au week-end Charcot-Loréac. Tu y seras peut-être? Ah ben, je manquerai pas, oui, oui, oui. J'y serai avec un grand plaisir et puis avec un grand plaisir pour, répondre, à toutes les questions et puis moi, en plus, je participerai aux activités, mais entre les 2, venez me voir, il y a jamais de questions idiotes et c'est toujours un grand plaisir, pour nous, d'échanger. Puis c'est également très stimulant, donc même, parler, ça nous aide. Alors tous pour la recherche, n'hésitez pas, ceux qui nous regardent, à scanner le QR code pour découvrir, l'événement, avec notamment, des baptêmes de l'air en montgolfière, hein. C'est une des grandes activités qui seront, Mmh. proposées ce jour-là. C'est un peu l'élément phare, hein, mais vous en saurez plus en écoutant les prochaines émissions de Radio Asso. Merci Pierre-François, bonne continuation, bon week-end, les 28 et 29 juin prochains et puis bonne continuation à toi d'ici là. Bah, merci Jean-Christophe et bah, j'espère t'y voir d'ailleurs, hein, au week-end. Mais oui, j'y serai, mais oui, j'y serai. J'imaginais bien. À bientôt Pierre-François. À bientôt.